Euh, on en parlera tout au long de mon débat. Vous savez que le monde handisport ou parasport, quelle que soit la dénomination que vous donniez, s'est développé ces dernières années. On ne va pas se mentir, que de chemins parcourus depuis les premiers Jeux paralympiques après-guerre, que de chemins parcourus depuis les Jeux de Pékin en 2008, qui étaient les premiers Jeux, on va dire, très médiatisés à l'échelle mondiale, même si en France on était encore largement en dessous. Londres avec cette éclosion, et puis au fur et à mesure, des heures d'antenne supplémentaires. Et donc, les athlètes handisport ou parasport, d'invisibles sont devenus visibles et leurs performances, elles aussi, ont été remarquées. Tout au long de l'après-midi, on va avoir plein de débats différents. Je pense que vous avez le programme. On va parler de l'handisport au parasport, justement, cette nuance lexicale qui est importante. On aura des athlètes de la région qui sont devant nous qui vont parler. Elles jouent au goalball. Peut-être que vous ne savez pas tous ce qu'est le goalball. En tout cas, j'ai fait un petit sondage tout à l'heure. Il va peut-être falloir expliquer parce que tout n'est pas gagné encore. Il faut encore faire de la pédagogie, expliquer les choses. Et puis on parlera du développement du mouvement paralympique avec Élise derrière qui prend une photo. Et puis on a également un grand témoin qui interviendra dans quelques minutes. Juste après Hubert, je vous demanderai de dire un petit mot, c'est Michael Jérémiaz. Son palmarès, vous le connaissez, champion paralympique, les titres du Grand Chelem, des victoires un peu partout sur la planète. C'est un homme timide, donc il faudra faire attention quand vous lui poserez des questions. Je dis ça, vous allez voir, il est tout sauf timide et il va tout très bien nous expliquer. Mais avant de donner la parole à Sylvain Ferrez qui va nous expliquer exactement ce qui s'est passé du handisport au parasport et toute l'évolution de cette société, je vais laisser la parole à Hubert Tassi, qui est le directeur de la Saline Royale d'Arquesnan. Vous vous rendez compte, il y a un monsieur qui est payé pour travailler dans ce cadre magnifique. Voilà. On aimerait tous vivre ici H24. Et Hubert, qui est passionné de sport, qui connaît le sport parfaitement, eh bien, a dit on doit suivre aussi la société, et peut-être d'ailleurs que dans le monde de Claude Nicolas Ledoux, cette évolution est naturelle et que ce n'est pas un hasard si on est là. Alors, tout au long des débats, ne vous inquiétez pas, je vais enlever mon masque, comme ça vous allez me voir parler ou m'entendre un petit peu mieux. Hubert, je te laisse accueillir nos amis. Merci David, effectivement, c'est une bonne introduction. Claude Nicolas Ledoux, alors je ne sais pas au niveau du second, ça je ne suis pas sûr, mais à l'époque, effectivement, mais ça m'intéresse l'historien, le sport, effectivement, du XVIIIe siècle, ce n'était pas une conception particulière, les gens, c'était l'activité physique, ils en faisaient suffisamment dans leur loisir. Encore que Ledoux, pour ne pas laisser les ouvriers inactifs, avaient imaginé de faire des jardins ouvriers, donc des jardins vivriers derrière la saline, c'est des jardins qui nous entourent, parce qu'ils ne travaillaient que 2 fois 12 heures par jour. Les périodes de cuite pour faire évaporer l'eau et récolter le sel, donc il ne fallait pas qu'ils restent oisifs, donc ils pouvaient cultiver leur jardin dans le temps qu'il leur restait. Ici même, c'était d'ailleurs une unité d'habitation avec la cuisine centrale qui réunissait les familles qui vivaient sur place. Voilà, ça c'était la petite partie historique. Sinon, pourquoi du sport à la Saline Royale? Eh bien, quand je suis arrivé en 2015, j'ai vu que la saline était liée historiquement à Saint-Lin-les-Bains, puisque c'était le lieu où le sel était exploité. Il était envoyé par un pipeline, un Saumeduc, jusqu'à la Saline Royale. Et ce trajet faisait 21 km. Donc, en tant que très ancien sportif, je me suis dit 21 km, c'est un semi-marathon, on va matérialiser ce trajet par une épreuve sportive avec une arrivée sur ce demi-cercle qui m'a fait penser effectivement à une piste d'athlétisme. Alors, la seule chose que je n'avais pas dit aux coureurs, c'est que quand ils arrivaient au bout de leur trajet à la Saline Royale, il fallait encore faire un tour. Je me suis fait un peu insulter la première année. Là maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Et donc voilà, c'était ça l'idée première, c'était d'attirer un nouveau public à la Saline Royale, des sportifs qui peut-être n'avaient jamais eu l'envie, l'idée de venir à la Saline et de les faire rentrer en courant. Et puis, comme on est un centre culturel de rencontre, on a associé à la course des conférences chaque année, sauf évidemment l'an dernier où on a quand même fait la course, mais sans les conférences, avec toutes les contraintes qui étaient liées à la pandémie. Et la dernière que nous ayons faite, c'était en 2019, et c'était sur le sport extrême avec un de vos collègues, Guillaume Millet, et Paul Liecci aussi, qui est le directeur du laboratoire d'histoire contemporaine de l'Université de Besançon. Et c'est grâce à Paul que Sylvain Ferrez est là aujourd'hui, puisqu'il nous a conseillé, voilà, le spécialiste de l'histoire du paralympisme et du sport handicapé,
par rapport à l'olympisme. Donc voilà, c'était la raison de cette réunion aujourd'hui. Et puis, l'autre circonstance, c'est le fait que le département du Doubs ait eu le label Terre de Jeux, avec, donc, qu'il ait été retenu pour la préparation des Jeux Olympiques de Paris Paralympiques. Et on voulait s'inscrire à tout prix dans cette dynamique-là. Donc c'est la raison de ces premières conférences, qui bien sûr ne sont que les premières. On lance un mouvement. Je remercie très chaleureusement tous ceux qui se sont associés à cette année, toutes les fédérations de sport handi, de sport adapté, qui ont partagé ces moments. Les collèges qui, jeudi, étaient là nombreux pour expérimenter les situations de handicap avec les fédérations départementales, et puis le service des sports du département du Doubs, voilà, qui s'est associé à nous. Donc, je vais vous laisser avec nos intervenants et David qui va mener cette journée avec brio, comme d'habitude. Merci Hubert, c'est toujours convenu qu'ils disent ça à la fin. Ça me rassure. C'est contractuel. Michael, je vais te demander de venir. En fait, il devait être là au début, mais il préfère, vous savez, qu'on l'appelle, comme ça il remonte l'allée, les gens se tournent. Et le voir arriver comme une guest star, ça aussi c'est toujours prévu, on fait ça à chaque fois. Normalement, les gens applaudissent quand on dit. Ça marche toujours. Non, on va rester devant pour débuter avant d'écouter Sylvain. Michael, vous le connaissez, champion paralympique, c'était à Pékin en 2008, 7 grands chelems. C'est le grand témoin, il connaît bien le Doubs parce qu'il était déjà venu à la Saline. Il est venu au mois de janvier au département pour un webinaire, malheureusement on n'était pas en présentiel, pour parler justement du tennis fauteuil et de tout ce qui concerne le parasport et l'handisport. Michael, c'est important pour toi d'arriver dans un endroit où tu sais que la cause est entendue, où il y a encore du travail, mais où tu sais que les gens sont attentifs à ça. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est important, c'est une des raisons moi, de mon engagement auprès de Paris 2024. C'est de faire un peu le tour de France sur les différents territoires, différentes communes, pour aller à la rencontre des acteurs de terrain qui ont compris l'intérêt et l'enjeu des Jeux olympiques et surtout paralympiques de 2024. On parle beaucoup d'héritage. C'est de démocratiser la pratique du sport pour tous. On ne parle pas forcément toujours que de sport d'élite. Et voilà, et donc je savais que Hubert et la Saline Royale et plus généralement le département du Doubs est un département très engagé sur ces questions-là du sport, du handisport en l'occurrence et du sport adapté. On parlera après de sémantique et de parasport aussi, je crois. Mais voilà, et donc moi qui fais la retraite maintenant, j'ai du temps, voilà, et donc je me balade un peu partout en France et je suis content de voir que les Jeux paralympiques quittent Paris et qui vont justement faire des petits un peu partout et qu'on va se servir vraiment de ces Jeux pour en faire quelque chose d'utile pour le plus grand nombre. Voilà, donc content d'être ici, bien évidemment, puis il fait beau et c'est quand même un très bel endroit. Merci beaucoup, Michael, qui interviendra tout à l'heure. On fera plus table ronde. On va déjà laisser la parole à Sylvain Ferrez, et puis après, ça sera un échange. Par contre, autant vous dire, tout au long de l'après-midi, ce n'est pas des personnes qui parlent, vous qui écoutez, à la fin, merci, au revoir. On va faire quelque chose de très interactif. Dès que vous avez une question, quelque chose qui, justement, vous interloque, vous me faites un petit signe et vous aurez la parole parce qu'on est là pour échanger. Monsieur, je ne sais même pas votre prénom. Yannick. Yannick était là hier, a posé des questions très pertinentes tout au long de l'après-midi. Il n'y a pas de questions gênantes, mais que des questions pertinentes. On a parfois, même moi, j'ai écrit 5, 6, 10 pages de questions, et même des fois, je vais lancer des pics en disant mais pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne va pas assez vite, pourquoi on pourrait faire les choses différemment. Et justement, on est tous là pour y répondre. Et celui qui va commencer cet après-midi, c'est Sylvain Ferrez, qui est enseignant-chercheur, co-responsable du Master Prévention et Éducation pour la Santé au sein de l'EFR STAPS de Montpellier. Le titre était un peu plus grand, mais j'ai essayé de rapetisser à l'essentiel. Vous vous êtes intéressé justement à ce mouvement, et on parlait tout à l'heure d'évolution, et même la photo que vous avez choisie pour débuter montre cette évolution. Hier, on en parlait, on disait que quand on parle athlète handi ou para, ou même quand on parle de personnes en situation de handicap, c'est le logo, c'est une personne en fauteuil. Et là, moi, j'ai déjà envie de réagir en disant, ça veut dire que les sportifs en situation de handicap sont des gens en fauteuil. La chose a bien évolué depuis. On parle du handicap visible, on parle du handicap invisible, et on va voir qu'au fur et à mesure des décennies, Sylvain, les choses ont changé et évolué. Il doit fonctionner. Oui, j'ai ouvert parce que j'avais pas imposé leur salle. Je pense que ça marche.
invité, de m'avoir fait l'honneur de pouvoir venir présenter ce qui est une part de mes travaux. Ce n'est pas seulement mes travaux, mais c'est les travaux en fait, d'un groupe de recherche, donc le représentant d'un groupe de recherche, de collègues universitaires, d'étudiants, de doctorants qui, pendant une décennie à peu près, ont travaillé sur l'histoire de ce mouvement dans le cadre de séminaires, de rencontres, où ils ont essayé, comme le font les historiens, il y avait aussi des sociologues dans le groupe, d'ailleurs je me définis autant comme sociologue que comme historien, ils ont dans ce groupe ce que font les gens en sciences sociales, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une idée surtout a priori, ils regardent les faits. Ils posent des questions sur des choses factuelles, comment évoluent les choses, d'où viennent les institutions, comment elles s'imbriquent, qui sont les acteurs impliqués, pourquoi s'impliquent-ils, quelle est leur histoire. Et une fois qu'on a posé les questions comme ça, évidemment, on n'a pas d'idée sur tout, mais on regarde, on fait des collections, on regarde qui sont les précurseurs, qui sont les pionniers, quelles sont les premières organisations, quelle est la nature de ces organisations, est-ce qu'elles sont largement reconnues ou pas, quels sont les événements qu'elles organisent, comment à un moment donné l'État les reconnaît, etc., etc. Dans le même temps, évidemment, on regarde quelles sont les pratiques que font ces organisations et comment elles évoluent. On regarde aussi la transformation des modes de désignation. Et la question de handisport ou parasport entre dans ce cadre-là. Alors, pour parler rapidement de la photo qui est là, effectivement, il n'y a que des fauteuils, et on pourrait dire même qu'il n'y a que des paralysés, puisque on est dans les années 60 au jeu de Stockmanville, et c'est un événement qui ne concerne que les paralysés, ce qui sera de toute façon globalement le cas des jeux qu'on considère comme à l'origine des Jeux paralympiques, qui sont au départ les Jeux de Stockmanville, qui vont se délocaliser sur le lieu des Jeux Olympiques en 1960 à Rome pour la première fois, avec des difficultés entre 1960, alors en 64 ça sera à Tokyo et les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, et puis après il y aura des difficultés jusqu'à Séoul en 88 à les mettre sur le même lieu, souvent d'ailleurs pour des raisons matérielles, parce que les villes qui accueillaient les Jeux Olympiques n'étaient pas en capacité d'accueillir ces Jeux parallèles aux Jeux Olympiques, en raison du manque d'infrastructures ou de l'absence de volonté de créer des conditions matérielles pour pouvoir accueillir ces Jeux. Donc on va voir ça dans le détail. Alors, il va y avoir 3 niveaux à ma présentation. La première, c'est de vous dire qu'il faut être attentif aux organisations. Il faut être attentif à l'existence en fait, d'un mouvement et d'organisation collective, parce que tout ça est d'abord une histoire collective. Avant les années 50, avant l'après-guerre, il y a des traces, il y a des sources de courses dans lesquelles on parle de jambes de bois ou de gens visiblement ayant, alors on dit à l'époque des mutilations. Le terme handicap n'est pas utilisé. Le terme handicap n'est pas utilisé, on parle de mutilés, on parle d'invalides de guerre, c'est le terme de l'époque. Mais il existe des manifestations, j'allais dire sporadiques, qui ressemblent dans le contexte de l'époque un peu à ce qu'étaient les phénomènes de foire, c'est-à-dire des moments un peu joyeux, festifs, dans lesquels, un dimanche après-midi, des gens qui, j'allais dire, sont remarquables par leur anormalité corporelle, font des embryons de pratiques, de courses qui sont relatés dans les chroniques et dans la presse, mais tout ça n'est pas organisé. Tout ça prend une signification très très liée à l'époque. Alors, le handicap pourtant existe à l'époque. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la sémantique du handicap, c'est un terme anglo-saxon. Hein. Handicap, ça veut dire N de cap, c'est la métaphore de la main dans le chapeau, c'est-à-dire du tirage au sort. Handicap, ça veut dire ça veut dire qu'on tire au sort. Et c'est le monde sportif des jeux qu'on appelait des paris sportifs, le monde du turf qu'on connaît aujourd'hui à travers le tiercé par exemple, qui a inventé le handicap en inventant la course à handicap. Qu'est-ce qu'on faisait quand dans un jeu à Paris, un cheval gagnait systématiquement, on lui bandait les pattes, on lui mettait une caisse sur le dos et on disait on fait une course à handicap. C'est-à-dire on lui mettait un désavantage d'une certaine manière pour équilibrer la compétition et que le pari vaille le coup, que la métaphore du hasard soit respectée et que ça vaille le coup finalement de jouer à un jeu de hasard. Parce que quand un garçon avait gagné 2, 3, 4 ou 5 fois de suite, évidemment, le jeu n'était plus très drôle et le pari était joué d'avance, il n'avait plus de sens. C'est ça au départ la course handicap, et il y a quand même une ironie du sort à constater que c'est le monde sportif qui a inventé ça, j'allais dire pour égaliser les chances, pour d'une certaine manière repérer des gens qui avaient trop de capacités par rapport à d'autres, et j'allais dire les remettre à égalité et assurer l'intérêt du spectacle et pour le coup du pari. C'est ça au départ le handicap. Le handicap ne va rentrer dans le sens moderne qu'on lui connaît que par les politiques publiques à partir des années 50. Alors là, il va changer
tout à fait de signification. Au moment où est créée la première structure collective, qui est en fait à l'origine du mouvement handisport en France et puis de ce qui va devenir le parasport après, dans les années 50, l'association qui est créée s'appelle l'Association sportive des mutilés de France. Le terme, l'étiquette qui fonctionne, vous voyez, c'est celle des mutilés. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là sont des mutilés de guerre, on les appelle comme ça. Ça, c'est 54. La première grande loi qui promeut le handicap en France, elle est dans les mêmes années, elle est en 58, et c'est la loi sur les travailleurs handicapés. Quel est l'enjeu de cette loi sur les travailleurs handicapés? Il est simple, il est de permettre la réintégration au travail. Le handicap, c'est quoi? Le handicap, quand on entend ce mot, sa signification profonde, son invention au XXe siècle, c'est un désavantage social. Quand vous entendez handicap, vous devez entendre désavantage social. Les travailleurs handicapés, c'est ceux qui ont un désavantage pour accéder au travail. Et donc, il faut créer les conditions de droit pour qu'ils puissent participer à la vie professionnelle. La loi de 1975, la loi d'orientation sur le handicap, va confirmer l'entrée de cette catégorie de handicap dans l'action publique. Et la loi de 2005 va le couronner, avec toujours la même logique, c'est qu'il faut bien dissocier plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est la déficience. Déficience, on sait ce que c'est un diagnostic médical, c'est une lésion, c'est une maladie, voilà, qui, pour les paraplégiques, c'est le niveau de la lésion, par exemple. Est-ce qu'elle est très haute, elle est très basse? Et à cette déficience est associée deuxième notion des incapacités. Là, c'est déjà plus compliqué, hein, parce qu'il y a des discussions. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement quand on a tel ou tel type de déficience? Et il y a eu des combats extrêmement importants entre les médecins, les personnes, etc., pour dire on ne peut plus faire ça, on ne peut plus bouger tel type de muscle. En fait, c'est très compliqué. Il y a de la plasticité neuronale et le niveau de la lésion, le diagnostic, la déficience ne dit pas forcément les capacités, dit un volume déformable de capacités qu'on va pouvoir développer avec sans doute des choses qu'on pourra plus faire, mais encore faut-il être très peu. Et puis il y a un troisième niveau, c'est une fois qu'on a parlé de la déficience et des incapacités, c'est la question de la participation du désavantage social. Ni la déficience, ni l'incapacité dit la possibilité de participer à cet échange d'aujourd'hui, dit la possibilité de se rendre à tel ou tel endroit. Ça dépend des environnements sociaux, ça dépend de l'équipement de la salle, ça dépend s'il y a des escaliers ou pas, s'il y a des ascenseurs. Et des situations différentes vont contribuer à produire des situations de handicap pour des personnes ayant certains types de capacités ou des situations de participation sociale. Conceptuellement, le handicap et l'inscription du handicap dans la loi, c'est ça. C'est l'idée qu'il y a un droit fondamental à la participation sociale et qu'il peut y avoir des désavantages sociaux qui sont non pas liés simplement à l'individu et à ses caractéristiques individuelles, mais une interaction entre ce qui est attendu comme capacité normale dans une société et la manière dont sont foutus les environnements et la manière dont cette interaction permet à des gens ou pas d'exercer leurs droits civiques et de voter, d'aller au restaurant et d'avoir des loisirs, d'avoir des pratiques sportives, etc., etc., etc. Ça, c'est très important conceptuellement, et toute l'histoire du XXe siècle est d'une certaine manière le passage, on pourrait dire, d'un modèle strictement médical du handicap, où le handicap est rabattu sur la déficience, voire sur les incapacités, à un modèle social du handicap, ou un modèle qui prend en compte le fait que le handicap est avant tout un concept qui donne cette idée du désavantage social. Ce qui va se passer dans les pratiques physiques est la même chose au cours du XXe siècle, c'est qu'on va être au début sur un modèle très rééducatif et médical de la pratique physique pour les personnes d'abord handicapées physiques essentiellement, à un modèle de la pratique physique comme droit, comme, j'allais dire, lieu de participation sociale comme un autre, auquel ont droit toutes les personnes, y compris les personnes ayant, j'allais dire, des capacités différentes et ne pouvant pas, dans certains contextes, jusque tardivement, se déplacer dans les transports et encore aujourd'hui. Avec la notion de situation de handicap, vous voyez qu'on ne peut plus parler des personnes et caractériser les personnes. Et il faut arrêter de dire c'est une personne en situation de handicap, parce que c'est la même chose que de dire c'est une personne handicapée ou elle a des déficiences. Une même personne peut être, suivant les situations, en situation de handicap ou pas. Une personne peut vivre plus ou moins de situations de handicap en fonction des environnements qu'elle traverse et de leur capacité d'être inclusive.
Michael, il est là aujourd'hui dans cette situation, il est en situation de handicap. Si on avait été au premier étage, qu'il y ait des escaliers, etc., ça aurait été compliqué, il aurait fallu trouver un système, il aurait fallu le porter, il aurait dit je ne veux pas emmerder tout le monde, etc. Et peut-être qu'il aurait pu ne pas participer. Ce qui se passe dans une situation ne présage pas de ce qui se passe dans une autre situation et n'est pas lié aux caractéristiques individuelles, mais est lié à l'ensemble dont on considère de ce qu'est la normalité corporelle dans une société dont elle se marque dans nos aménagements sociaux, culturels, mentaux, etc. Soit on a des espaces inclusifs, très ouverts, qui permettent à tout le monde de participer facilement, quelles que soient ses capacités, quel que soit son âge, parce que vous savez que les capacités baissent avec l'âge aussi, il n'y a pas que des ruptures brutales. Il y a des personnes qui ne peuvent pas monter les escaliers parce qu'elles sont, d'une certaine manière, âgées, qu'elles ont plus là-bas. Elles se retrouvent en situation de handicap, de ne plus pouvoir participer. Histoire donc d'une catégorie de l'action publique et des politiques publiques. Deuxième point, histoire donc du passage plutôt de la rééducation au modèle sportif, qui est la même chose, vous l'aurez compris, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on passe finalement d'un modèle médical du handicap où il s'agit de prévoir la pratique pour retrouver des forces, retrouver des capacités, voire se rapprocher de la norme, revenir dans la norme, d'une certaine manière, développer des pratiques pour ne pas changer les environnements et pouvoir vivre dans les environnements existants. C'est le modèle de la rééducation au départ, dans les années 40, dans les années 50, puis telle qu'elle va se développer, à petit, une vision plus sportive, où il s'agit au contraire de dire, ben non, en fait, il faut changer les épreuves, et les épreuves sportives, on peut les moduler, et puis dans ces épreuves sportives, on peut y participer, puis on peut, selon l'épreuve, selon les règles du jeu, finalement, développer, y compris du très haut niveau de pratique, dans ces pratiques-là. Mais le très haut niveau de pratique, ça dépend toujours de comment on définit quelles sont les situations dans lesquelles on peut développer de pratique. Donc vous voyez, on sort du modèle, du coup, valide, invalide. J'insiste aussi, ça c'est un terme sémantique qui reste. Hein. Même nous, spontanément, on l'utilise. On dit, oh, c'est le sport des valides. Mais en fait, valide, invalide, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent et qu'il y en a qui ne peuvent pas. Or, dans le modèle dont je vous ai parlé, en fait, chacun a des niveaux de capacité différents. Et ne pas avoir tel type de capacité, ça ne veut pas dire être invalide. Ça veut dire ne pas avoir tel type de capacité et en avoir d'autres. Et ça veut dire que si on invente des épreuves où il faut solliciter ses capacités, bien sûr, on ne pourra pas les faire, parce qu'il faut être debout. Mais par contre, ça ne veut pas dire que dans les autres capacités qu'on a, on ne peut pas les développer, et on ne peut pas les développer à très haut niveau. Donc vous voyez, il faut se méfier du langage, parce que ce langage, finalement, il est incrusté. Et évidemment, ce qui est assez remarquable dans cette histoire-là, c'est que les pionniers du mouvement dans les années 50, de l'association des mutilés sportifs de France, Philippe Berthe, le grand fondateur, mais il y a autour de lui un autre mutilé qui est un aveugle qui s'appelle Chiappaz. Ils inventent, Philippe Berthe et Chiappaz, le ski en couple. Hein, sur une piste, Philippe Berthe, amputé fémoral, très haut, ski et guide Chiappaz, qui a reçu un éclat dans l'œil et qui est aveugle. Vous voyez la scène? Un amputé qui dirige par la voie avec un système de cadran un type qui ne voit pas. Ils n'ont pas demandé l'autorisation des médecins. Stop. En fait, il t'entend, mais il ne t'entend pas. Bonjour, donc Sandrine Mouret, je suis non-voyante et vous nous parlez beaucoup de choses que moi-même je dis. Voilà, on est en situation de handicap dans certaines situations de la vie, mais autrement on va pouvoir faire les choses comme n'importe qui. Mais là, vous parlez de quelqu'un d'aveugle, mais en fait, dans notre monde à nous, on ne parle plus d'aveugle, on parle de malvoyance et non-voyance. Parce que justement, le terme aveugle, dans les années 50, était un terme très péjoratif. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous, mal et non-voyants, ce terme ne nous convient plus du tout. Je suis d'accord avec vous, évidemment. Mais c'est le terme de l'époque, en tout cas. Donc Chiappaz, c'est un aveugle, à son époque, il est identifié comme ça, et Philippe Berthe, c'est d'abord et avant tout un mutilé de guerre. Et les mutilés de guerre vont inventer cette pratique, contrairement à ce qui se passe à Stockmanville, et ça c'est un point important pour le mouvement français, comme une auto-organisation,
dans les cercles de blessés de guerre, de mutilés de guerre. Ils vont l'organiser hors du milieu hospitalier. Évidemment, ils vont très vite nouer des liens avec le milieu hospitalier, avec le milieu notamment des hôpitaux de rééducation qui se développent. Alors en France, c'est plutôt les Invalides et Fontainebleau qui sont les deux centres militaires d'hôpitaux de rééducation. Puis Garches va arriver pour les blessés civils. Et évidemment, ces auto-organisations qui se sont mises en place dans les cercles militaires, elles vont aller recruter dans ces espaces-là. Elles vont nouer des liens, elles vont aller chercher des espaces de pratique. De la même manière, il y a des liens qui vont rester très solides avec le monde militaire. Parce que le monde militaire, c'est évidemment des infrastructures. Quand je vous parle du ski, le ski pour les amputés au départ, c'est des chasseurs alpins qui montent les gens à dos pour faire les descentes de ski. Autrement dit, les ressources de ces blessés de guerre qui sont des anciens militaires, qui sont sous la coupe des deux maréchals, qui sont des veuves de Delattre, de Tassigny et de Leclerc, qui sont sous la coupe, c'est-à-dire qui sont sensibles à leur cause, qui leur aident à trouver des moyens, qui parlent d'eux dans les ministères, etc. Ces mutilés de guerre vont faire feu de tout bois pour trouver des moyens, mais ce qui est très important, c'est que dans les années 50, ils resteront dans la rhétorique de la rééducation. Un exemple historique typique de ça, c'est que dans les années 50, ils produisent des événements sportifs, mais ils ne souhaitent pas que ces événements sportifs soient publics. Ces événements sportifs sont des démonstrations où on invite les autorités, le monde médical, des professionnels, pour montrer ce qu'est une bonne rééducation fonctionnelle, pour, j'allais dire d'une certaine manière, convaincre qu'il ne peut pas faire que des choses médicalisées et à l'hôpital, mais que l'exercice, la pratique physique et le sport, d'une certaine manière, peut être un moyen de rééducation à implanter et à faire valoir du côté du ministère de la Santé publique, comme on l'appelle à l'époque, qui concerne d'ailleurs aussi la démographie dans les appellations d'après-guerre. Donc on a des gens comme Philippe Berthe, comme Pierre Vollet, comme Chiappaz, un certain nombre, qui, si on devrait les caractériser en termes de graphique, sont des jeunes, blessés 18-19 ans après être rentrés en résistance spontanément et s'être engagés dans l'armée à la suite de leur acte de résistance. Pour Philippe Berthe, au-dessus de Dijon, puis vers le Rhin, lorsqu'il s'est engagé dans l'armée régulière au moment où Dijon a été libéré. Pour Pierre Vollet, dans les maquis de Loisan, et remontant après s'être engagé dans la résistance avec l'armée régulière. Donc, ce n'est pas vraiment des militaires de carrière, c'est des jeunes qui, j'allais dire, se sont engagés dans la résistance dans une modalité d'ailleurs très enthousiaste, très modalité héroïque et adolescente, qui s'engagent dans l'armée régulière et, arrivés au passage du Rhin, pour la plupart, sautent sur des mines, se font mitrailler une jambe et finissent amputés. Et qui, très souvent, ont eu des jeunesses sportives. Pour Philippe Berthe, rêvait d'être prof d'éducation physique, et se retrouve, pour Pierre Vollet, avait fait du ski, etc., parce que plutôt alpin et montagnard, et se retrouve là, d'une certaine manière, arrêtés dans leur élan, essayant quelques années de bricoler des dispositifs, de s'organiser dans leur vie privée. Philippe Berthe est un spécialiste de ça, il deviendra d'ailleurs ingénieur, et dans sa pratique quotidienne, avant de rencontrer et de créer la SMF, il bricole son vélo comme amputé pour essayer de partir tout seul en trouvant un point d'équilibre, comprendre comment il faut faire avec les pédales. Autant de pratiques qui vont se perpétuer dans l'histoire plus tard. Il fait ça, et à un moment donné, se construit ce collectif de la SMF dans une logique de rééducation contre la vision du sport, au sens de on ne veut pas faire un spectacle public, mais avec, j'allais dire, des forces sociales pour pousser cette vision de la rééducation, des infrastructures, des moyens et d'une certaine manière un bon sens stratégique que les années 50 ne sont pas la période pour produire un spectacle sportif, même si tous ces acteurs ont des dispositions sociales au sport très très claires. Et que, d'une certaine manière, quand on passera dans les années 60 et qu'une fenêtre stratégique s'offrira à eux pour aller vers quelque chose de plus sportif, ils l'emprunteront, ils s'y engouffreront dedans de manière très très volontaire et avec beaucoup de plaisir. Pourquoi ils ne font pas de sport et pourquoi ils ne veulent pas se mettre en scène? Il faut comprendre que ces jeunes ont été socialisés dans les années 30
qui sont nés dans les années 20 et dans les années 30, dans une période où ils ont gardé une image exécrable du pilon. Il y a beaucoup de pilons, des blessés de 14 dans l'entre-deux-guerres, où ils ont gardé une image effroyable des phénomènes de foire dont je parlais. Effroyable, des phénomènes de foire. Il parle beaucoup dans les années 50 de la volonté de ne pas être des bêtes de cirque, que ce ne soit pas montré comme un spectacle, avec l'idée qu'il y aurait une absence de pudeur, etc. Et ça va diminuer au fur des années 60 et 70, mais vous voyez, on retrouvera quelque chose de la monstration finalement de l'anormalité corporelle comme finalement ces freaks shows qui ont été inventés à la fin du 19e aux États-Unis, qui ont connu un certain succès et qui reviennent dans les discussions théoriques quand on parle encore aujourd'hui des Paralympiques sur un certain plan, sur un certain niveau de discussion. La bascule, c'est les années 60. Pourquoi c'est la bascule? Parce que Stockmanville se délocalise à Rome en 1960. Attention, nos amputés là ne peuvent pas y aller. C'est eux qui ont créé le mouvement en France, mais il ne peut y avoir que des paraplégiques. Et donc, il n'y a qu'un petit bout du mouvement et des paraplégiques qui sont dans ce mouvement-là, qui n'ont pas été des créateurs, en plus, qui d'une certaine manière participent à Stockmanville. Et Stockmanville est délocalisé en 60 à Rome. Alors, c'est les Jeux, on dit pas paralympique à l'époque, on dit para-olympique avec un tiret, et para, ça veut dire paralysé, paraplégique. L'entrée des différents types de déficiences, c'est très progressif. Tout au long des années 60, il n'y a que, alors quand on vous dit les paralympiques, non, c'est que des paraplégiques, jusqu'en 72. En 72, il y a une manifestation des amputés qui disent sur le stade et qui viennent pour manifester, pour dire on va être intégrés, ils sont intégrés en 76. Les déficiences sensorielles seront encore le coup d'après. Les IMC, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de l'intégration des handicaps progressifs, parce que le poids de Guttmann, qui est un neurochirurgien, qui vient de Stockmanville et qui a créé la rééducation moderne, mais qui a créé la rééducation moderne avec une ouverture à une approche globale du handicap impliquant le sport, le paramédical, les kinés, le souci de la réadaptation au travail. Oui, mais quand même, c'est un neurochirurgien et lui, sa spécialité, c'est la paralysie, quoi. C'est rien d'autre. Et Guttmann aura un ascendant, il conservera un ascendant très important dans les pratiques jusqu'à sa mort à la fin des années 70. Le mouvement français sera un mouvement qui va lutter très fortement pour l'ouverture au tout handicap. D'autant plus qu'il se passe quelque chose en France, et ça c'est un autre niveau de la dynamique qui est important à avoir en tête, c'est que l'ASMF en 63 devient une fédération, suite aux Jeux de Rome, commence à se sportiviser, Fédération sportive d'handicapés physiques de France. Ok. Quelques liens sont noués avec la jeune administration de la jeunesse et des sports. Depuis 1958, il y a un haut commissariat à la jeunesse et au sport qui est dirigé par Herzog. C'est l'embryon des pouvoirs publics côté sport et côté État en France. En 62, 63, 64, c'est un secrétariat d'État qui est créé. En 66, ça sera un ministère des Sports. Et au fur et à mesure que ces infrastructures se créent, évidemment, les structures successives, ASMF, puis la première fédération de 63, rentrent en contact, d'autant plus facilement que les réseaux et les liens militaires sont aussi très importants du côté des sports. Où c'est par exemple Marceau Crespin qui dirige la préparation olympique après Rome pour le général de Gaulle, et qui est un colonel voilà, qui a une histoire dans les guerres coloniales, etc. L'histoire du sport, l'histoire de l'administration des sports est très marquée par le monde militaire et très marquée aussi par la question du handicap. Herzog est quand même amputé d'une partie de ses doigts suite à l'ascension de la Napurna. Donc, vous voyez qu'il y a des liens qui se créent de ce côté-là, et à partir de 63-64, l'idée n'est plus, comme à la fin des années 50, de devenir gestionnaire d'un centre de rééducation comme le veut la SMF. L'idée n'est plus de promouvoir des méthodes de rééducation, mais l'idée devient de faire de la compétition sportive, de se rattacher au mouvement jeunesse et sport. Et d'une certaine manière, cette tendance ne va cesser de s'accentuer en créant petit à petit tout ce qu'on connaît du côté sportif, c'est-à-dire un empilement de championnats, des dynamiques d'entraînement,
la séparation des corps de dirigeants et des corps de techniciens. Petit à petit, on va avoir des techniciens, des DTN, voilà, tout ce qui structure d'une certaine manière le mouvement classique. Et la France, dans ce cadre-là, va beaucoup peser pour ouvrir les Jeux paralympiques et qui deviennent paralympiques dans un mouvement de tout handicap qui va aboutir avec la création de l'IPC en 88 et les véritables premiers Jeux paralympiques, bah, c'est ceux de Séoul, hein, finalement, où on ne peut pas dire qu'il y a tous les handicaps ou toutes les déficiences, il en manque. Dans les sensoriels, par exemple, les sourds ont toujours fait mouvement à part. Voilà, mais en tout cas, où un maximum de fédérations internationales qui se sont structurées séparément acceptent de travailler ensemble, puisqu'il y a des fédérations internationales pour chacun des sports, pour chacun des déficiences, pour les IMC, etc., créées en amont. Donc il y a un grand regroupement qui se fait et qui fait l'IPC. Et dans le même temps, l'IPC va demander son rattachement au mouvement olympique et sa fusion dans le mouvement olympique et ses liens privilégiés avec le CIO. Autrement dit, ce qui est très compliqué dans ce mouvement-là, quand on en fait l'histoire, c'est qu'il y a une histoire de la rééducation vers le mouvement sportif, mais qui est une histoire aussi de l'intégration de tous les handicaps autour de la catégorie du handicap, et en même temps que les handicaps se réunissent et se structurent sur le monde sportif, ils demandent d'une certaine manière à tous les étages leur rattachement au mouvement sportif et au CIO. Et en France, l'appellation qui va être retenue, mais c'est très franco-français, hein, c'est handisport en 77. Mais 77, c'est après 75, la grande loi sur le handicap. Et 77, ça correspond en France à quelque chose qui est tout à fait particulier. C'est la réunion en fait de deux fédérations qui se sont créées en France. Il y avait jusqu'en 72 une seule fédération qui était celle qui descendait de la SNF. Philippe Berthe était devenu le représentant de la Fédération sportive d'handicapés physiques de France, qui en 78 devient Fédération française de sport pour handicapés physiques. Ça, c'est très important parce qu'on voit le poids des pouvoirs publics. Fédération française, vous voyez, c'est la normalisation sur le mode de toutes les fédérations. Ça veut dire qu'on va être une fédération française comme les autres. C'est 68. Et en 72, ce qui se passe, c'est que des mouvements qui étaient plutôt provinciaux, autour notamment d'un gars qui s'appelle Yves Naine et qui est stéphanois, vont créer une fédération concurrente de la fédération parisienne et plutôt structurée autour des mouvements militaires. Et il va y avoir entre 72 et 77 une concurrence entre deux mouvements. Un mouvement, j'allais dire, historique, parisien, militaire, et un mouvement plus provincial, avec plus de civils, impliquant davantage des dynamiques locales qui se sont faites avec des créations parfois proches de structures de parents qui étaient à l'APF pour leurs enfants et qui étaient des dynamiques locales qui n'étaient pas du tout rattachées à ça et qui vont se rattacher à cette fédération qui s'appelle la FOP et qui va rentrer en concurrence avec la FFSHP. Et c'est les pouvoirs publics en 77 qui vont dire, parce qu'ils ont besoin d'une catégorie unique de handicap en 75 et qu'ils ne veulent pas gérer 25 fédérations, on veut une seule fédération, mais il faut que le terme handi et handicap rentre dedans. Et donc c'est sur proposition du ministère que les deux fédérations vont fusionner, qu'on va avoir un mouvement unique handisport et la fédération qu'on connaît aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vers parasport. Pourquoi? Parce qu'on incite handisport à aller vers les disciplines paralympiques au départ. Pourquoi? Fédération multisport, tous les sports, tous les niveaux de pratique, qui a la délégation pour préparer le haut niveau, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est un sacré boulot. Parce que ça veut dire, dans toutes les catégories d'âge, préparer je ne sais pas combien de sélections, avoir je ne sais pas combien de techniciens, être compétent dans je ne sais pas combien de déficiences différentes, et c'est un boulot énorme. Par ailleurs, au fur et à mesure que le niveau de performance augmente, on s'est rendu compte, notamment au regard de l'expérience des autres paralympiades et des pays hôtes qui se sont structurés vers la performance, que dans certains sports, avec certaines déficiences, finalement, il valait mieux être accueilli dans les fédérations idoines, je mets des guillemets valides, que dans des fédérations spécialisées, parce que finalement, le niveau de compétences techniques et la capacité d'enseignement, d'accompagnement à la performance était bien meilleur que dans une fédération multisport où on devait s'occuper de tout. Et donc, du coup, il y a eu ce mouvement d'inclusion qui fait qu'il y a des fédérations spécialisées, sport adapté en est une, handisport en est une autre, mais que le mouvement d'inclusion est un mouvement qui est en route et qui a une incitation, dès que c'est possible, d'aller finalement vers les fédérations idoines
dans une pratique donnée. Et que du coup, la référence devient la référence internationale. C'est le sport international et les disciplines paralympiques qui deviennent le référent donné. Donc il faut bien dissocier ces deux choses-là. Si vous parlez d'handisport au niveau international, les gens ne vont rien comprendre. C'est un mouvement français qui renvoie une dynamique particulière. La dynamique paralympique, c'est des sports qui sont labellisés comme paralympiques. Et évidemment, on a tendance au niveau national, de plus en plus, parce qu'on veut des médailles olympiques et qu'on se structure sur un international plus fort, finalement à coller aux appellations internationales, avec une dynamique accélérée, à mon avis, par Paris 2024, qui est de comprendre, pour la haute performance, dans quelle mesure il est plus intéressant qu'on reste dans une fédération spécialisée où il y a des compétences parce que la déficience ou la pratique considérée l'exige, ou dans quelle mesure, pour certaines pratiques, il vaut mieux que les athlètes soient dans un environnement spécialisé sur une pratique où ils vont avoir des entraîneurs où finalement leur incapacité, le fait qu'ils soient amputés, qu'ils aient une lame par rapport à notre joueur, ne pose pas de problème majeur et permettent une qualité d'accompagnement et d'entraînement d'un point de vue technique, d'un point de vue du matériel, etc., qui soit plus propice au développement de la performance. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça ouvrira la discussion sur des points plus ou moins précis. Je reste évidemment à votre écoute pour échanger. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. On a eu tout à l'heure une première réaction. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations ou vous voulez réagir sur quelque chose qui a été dit? Michael, tu as une voix très forte, donc tu peux parler très fort. Sylvain, enchanté. J'étais hier à Lausanne avec quelqu'un que tu connais bien, Anne Marcellini. Et c'est marrant parce que ce que tu viens de me raconter, je suis en train de produire un documentaire qui raconte comment le sport a changé la vie des personnes handicapées dans le monde depuis 150 ans. Vous avez vu justement des Barnum, on a été peut-être deux fois, en comptant le temps jusqu'à aujourd'hui et l'évolution du parasport et jusqu'aux Jeux paralympiques. Et il y a un truc sur lequel, moi, de recherche qu'on a faite, il semblerait qu'en 48, Goodman, parce qu'on a eu la chance d'être tourné, on a rencontré Eva, donc sa fille, qui est un peu légataire de l'héritage de son père, et Suzanne Machan, qui est, que tu connais, qui était présent qui a participé au Jeu de Rome en 1960, qui est encore vivant. Et en fait, la compétition semblerait qu'elle soit arrivée assez tôt dans le parcours de réadaptation et de rééducation des blessés de guerre. Et tu disais que c'est arrivé un peu plus tard, et l'impression qu'on a, c'est que très rapidement, les paralysés, justement, ont eu envie tout de suite de se confronter les uns aux autres. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est de voir un peu à quel point on est, je ne sais pas si on est formaté, mais ce besoin que l'être humain a toujours à se mesurer à l'autre. Est-ce qu'il est parti finalement de quelque chose qui s'apparente plutôt à de la rééducation et essayer de repousser un peu notre espérance de vie, qui à l'époque était d'à peu près 6 semaines, et parce qu'on mourait d'escarres, d'infections et compagnie. Et rapidement, on est sorti de la rééducation, on était très vite dans l'envie de faire des jeux, quoi. Et je crois que d'ailleurs, à 48, rapidement, il y a eu, on tire à l'arc, je crois, et voilà, donc c'est plus une réflexion, et d'où d'après toi et tes recherches, pourquoi on a besoin tout le temps de se mesurer à l'autre, même quand on vient juste d'avoir un accident et qu'on est en pleine reconstruction. Alors, merci Mickaël pour ces questions. Je suis content que tu aies eu une bonne copine. Ça en fait une en commun. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui est évidemment central sur le sujet, qui a été limite le deuxième mois qu'on a fait le contraste entre les deux époques, et c'est Anne notamment qui l'a dirigé. Oui, alors. Il faut parler, tu as commencé à parler de Stockmanville dans le détail, mais il faut mesurer en fait ce qui est Stockmanville et quels sont les problèmes de Gutmann. Et Gutmann est un neurochirurgien juif qui a quitté l'Allemagne, j'allais dire, au bon moment, parce que ça tournait mal et qu'il a compris qu'il fallait partir. Ça va d'ailleurs avoir une incidence sur le mouvement, parce qu'il y a un neurochirurgien allemand qui va être en concurrence après avec lui entre le mouvement allemand et français sur le volant des Jeux paralympiques, et ça va faire des tensions entre les mouvements. Et c'est des tensions qui sont à la fois biographiques et de mouvement. Gutmann part, et Gutmann, c'est un pont de la neurochirurgie. C'est-à-dire, il a la Société internationale de neurochirurgie, etc. Et c'est le père de la rééducation. Pourquoi c'est le père de la rééducation? Parce qu'il a la chance, parce qu'il est parti, de se retrouver à Stockmanville, qui est l'hôpital qui gère les gens de la Royal Air Force, et qui donne, j'allais dire, un lot plutôt de blessés médulaires, des aviateurs qui se cassent la gueule en parachute, qu'on récupère comme on peut, alors qu'en France et en Allemagne,
il y a moins de blessés médulaires pour deux raisons. Un, parce qu'il y a beaucoup de combats au sol, plus de combats au sol, et donc c'est plutôt de l'amputation. Et deuxièmement, aussi parce qu'il y a quand même un couloir transatlantique qui fait que la pénicilline et toutes les techniques qui viennent des États-Unis arrivent en Angleterre et n'arrivent pas en Europe. Et que du coup, Guttmann, d'une certaine manière, il a le matériel humain pour faire sa neurochirurgie et en même temps les techniques qui arrivent outre-Atlantique pour créer la rééducation et pour permettre aux gens qui meurent quand ils sont en France et en Allemagne de survivre parfois quelques mois, parfois quelques années, en évitant les infections, voués pour la plupart à rester toute leur vie à l'hôpital, mais avec des progrès qui s'accélèrent au fur et à mesure du temps. Et avec lui, du coup, pour ce neurochirurgien qui est un neurochirurgien, j'allais dire un souci humain de dire qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui n'ont pas d'espérance de vie de sortir de l'hôpital, qu'il faut retourner tous les je ne sais pas combien de temps pour qu'ils ne prennent pas des escarres, etc., etc. Et très vite, en fait, face à la détresse humaine, à la dépression des gens, à la difficulté à gérer humainement le service, il comprend qu'il ne va pas que faire de la neurochirurgie. Et c'est ça le génie de Guttmann. C'est d'inventer, de dire que nous on ne peut pas faire que de la neurochirurgie, il faut qu'on ait quelque chose à proposer aux gens, il faut qu'ils s'occupent, il faut qu'on les persuade qu'ils aient un travail, il faut qu'ils travaillent à l'hôpital, qu'ils fassent des choses qui servent socialement, il faut qu'ils assument, peut-être comme tu le dis, le désir ludique qu'il y a dans chacun d'entre nous. Alors je ne sais pas si c'est le goût de la compétition, si c'est ludique, mais qui fait que les gens, dans n'importe quelle situation, ils essaient de rire, ils essaient de créer un espace de jeu, de savoir qui va gagner, etc. Et en fait, il exploite ça. Mais je ne pense pas qu'on est dans la compétition sportive, et lui sera plutôt dans le temps réfractaire à la modélisation sur la compétition sportive au sens où on l'avance. On est en fait dans l'écoute des besoins des gens et de la nécessité de leur proposer autre chose qu'on a leur proposé quand on est neurochirurgien et que finalement, quand on a fait son opération de la moelle épinière, on a fini son boulot, mais qu'on est obligé d'inventer la rééducation moderne. Et en fait, la rééducation moderne, elle s'invente à Stockmanville et elle va s'aimer dans toute l'Europe. Elle s'invente aussi un peu en Allemagne. En Allemagne, c'est différent parce que les associations de multimédiaires sont tellement importantes au regard du nombre de blessés, et contrairement à ce qui se passe en France, qu'elles vont devenir gestionnaires des établissements de rééducation. Et d'ailleurs, la SMF voudra faire la même chose en France. C'est-à-dire qu'elles vont devenir des associations qui, dans les liens avec les Länder, à l'échelle des provinces, en fait, construisent et gèrent des centres de rééducation, et donc le pouvoir médical est dépendant de ces trucs-là. Ça, c'est un truc proprement allemand et qui va avoir un effet très fort sur la structuration du sport allemand. Mais en tout cas, effectivement, Guttmann a ce génie-là, et puis son deuxième génie, tu l'as dit, c'est qu'en 1948, il y a les Jeux à Londres, et il se dit, je vais faire un coup de com', je vais mettre des archers, puisqu'effectivement, c'était des archers essentiellement au départ, je vais les mettre devant, et on va dire, on fait les Jeux paralympiques. Mais il faut être conscient du truc, il y a 30 bus, ils viennent de 3 endroits différents, c'est pas des jeux sportifs. Là, les images que je vous ai montrées de Stockmanville, c'est déjà le milieu des années 60. Et c'est déjà, quand on en parle, ça ressemble à des compétitions un peu régionales en France. Les gens sont sous des tentes, il y a des fêtes le soir, c'est un lieu de sociabilité. Les gens font des compétitions dans 8 disciplines différentes, sont par exemple, la spécialisation sportive. Tu sais, par exemple, André Hennert, qui n'est pas parti il y a si longtemps que ça, il était champion olympique dans 4 ou 5 disciplines, jusque dans les années 80. Quoi. Donc, la logique de sportivisation, par contre, je suis d'accord avec toi, et on le voit chez les précurseurs, les dispositions sportives à la compétition, elles n'existent pas de la même manière chez tout le monde. Je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose, mais il y a des gens qui ont ces dispositions-là, et dans les blessés, il y en avait, et évidemment, une fois qu'ils ont été blessés, c'est une rupture biographique, mais les gens ont quand même des goûts ancrés qui font que, d'une manière ou d'une autre, ils ont envie de s'y remettre, quoi. Et puis, quand c'était une chose, c'était une chose. Quand c'était... Ça aussi, c'est des choses que les gens ont du mal à imaginer, c'est que, avec Anne, on travaille beaucoup sur les questions biographiques. La question des handicaps, des déficiences qui sont liées à des accidents, c'est quelque chose de très particulier, parce que les gens construisent des dispositions, ils sont outillés, ils ont des goûts sociaux pour faire des choses, puis d'un coup, ils ont des incapacités, il y a des choses où on leur dit, non, c'est plus possible, vous ne pouvez plus faire ce métier-là. C'est quand même des ruptures biographiques tout à fait particulières. Et c'est des terrains pour nous expérimentaux socialement, au sens où soit les gens abandonnent, soit ils continuent. Là, ce qui se passe dans les années 50, c'est qu'ils continuent, mais d'une manière cachée, parce que c'est inacceptable, inenvisageable publiquement. Et il faut aux gens, finalement, s'organiser, se structurer collectivement, montrer, avancer, et que le monde change un peu,
finalement pour que ça devienne possible. Mais ça montre aussi la force d'une certaine manière de la structuration collective, j'allais dire, dont les Jeux paralympiques aujourd'hui sont le théâtre qui peut être évident pour un jeune qui sort, mais qui en fait est l'objet d'une histoire, d'une quantité de lutte et d'une imposition, j'allais dire, collective, en fait par un mouvement de transformation sociale. Plus complet, c'est impossible quand même. Je vais vous poser une question, Sylvain. En fait, ça va faire la transition avec les invités qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Vous avez commencé avec une photo en noir et blanc, terminé avec une photo couleur. Et en tant que chercheur, vous regardez ce qui s'est fait dans le passé. Mais là, j'aimerais poser la question aux chercheurs de qu'est-ce qui va se faire dans le futur. Est-ce que vous pensez, vous, je ne parle pas en tant que sportif, en tant que dirigeant, en tant que membre du mouvement handisport ou paralympique comme on veut, est-ce que vous pensez que les choses vont se développer encore? Vous qui avez regardé derrière, est-ce qu'on arrive à mieux voir devant? Il y a quelques processus, moi, sur lesquels je serai attentif, mais je n'ai pas d'idée, fermée sur la question. Mon métier, c'est pas de dire l'avenir, mon métier, c'est de regarder les dynamiques et les processus qui vont. Et je sais qu'il y a des processus qui ne vont pas s'arrêter. Par exemple, la question de l'inclusion de fédérations spécialisées, ou de qui doit être inclus, qui ne doit pas l'être, etc. Ça ne va pas s'arrêter. La question qui a été posée, et je vous ai montré qu'il y a de la profondeur, c'est comment ces deux mouvements se structurent, le para-olympisme qui devient le paralympisme, qui font tout le monde, puis à un moment donné, on a un interlocuteur qui s'impose au CIO et qui, jusqu'où va aller ce mouvement de fusion, qui est toutes les discussions sur est-ce que c'est le même événement, est-ce qu'il faut les fondre ensemble, est-ce qu'il y a des épreuves qui doivent être ensemble, est-ce qu'ils doivent rester séparés. J'ai pas d'idée précise, mais ces questions vont rester. C'est-à-dire que la question du positionnement et de la fusion, et je pense que pour comprendre ce qui va se passer, il faut avoir de la profondeur historique et voir comment les choses se sont faites, quelles forces sociales elles ont mobilisées, etc. Donc voilà, ça c'est les questions. Il y a des questions, par exemple, aussi de sociologie du sport classique qui vont s'imposer. Je vous ai parlé d'un mouvement d'hommes et de militaires. Évidemment, dans ce mouvement d'hommes et militaires, je ne vais pas parler de l'histoire des femmes, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau de l'entrée dans les pratiques, du moment où elles entrent dans les pratiques, mais évidemment, là, il y a des dynamiques qui sont aussi des dynamiques à la fois très classiques dans le reste des pratiques sportives, de l'accès aux femmes aux pratiques, mais à la fois très spécifiques au handicap, parce que le handicap fait quelque chose au genre. C'est pas étonnant que ce soit des militaires, ils ont des ressources, c'est une manière aussi de construire une identité virile qui a été défaite par le handicap. Et des questions de comment on gère le genre quand on a une déficience en tant qu'homme et femme n'est pas la même chose, et pas la même chose en fonction de la déficience. Donc, j'allais dire que la question du genre, elle se pose d'une manière très très spécifique dans la question dans le monde du handicap et dans le monde du parasport. Donc, j'ai pas de réponse précise, mais il va y avoir des choses à suivre. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'on a passé un cap très très important là, et que Paris 2024 est une fenêtre incroyable. C'est-à-dire que moi, en tant que chercheur, j'ai suivi là, j'ai fait la revue de presse, j'ai suivi les médias, j'ai regardé la médiatisation, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé à Tokyo, parce qu'on me demande d'écrire là-dessus. Je dois dire que, regardant avec mes lunettes et me disant qu'est-ce qui se fasse passer, j'étais tout à fait stupéfait par le bond en avant, la médiatisation télévisuelle, la précision des choses qui ont été dites, justement la capacité dans la manière de parler à dissocier ce qui relève de la déficience et ce qui relève des épreuves, etc. des gens. Il y a des choses qui ont été dites qui sont d'une précision et d'une intelligence de l'objet beaucoup plus forte que ce qui s'est fait à la Paralympiade avant, et énormément plus forte. Et ça, il ne faut pas le doute sur le fait que ça produit des effets énormes. Donc il y a des gros changements, oui, qui sont en cours et qui sont à suivre, à mon avis, très 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 attentivement. Et j'aurais d'ailleurs des questions à poser, parce que, par exemple, sur la télévision, là, c'est vous, les journalistes, qu'il faudrait poser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'on a donné la parole à des déficients intellectuels à la télévision en acceptant de les interroger dans des formats télévisuels où d'habitude, on n'a jamais le temps d'interroger des déficients intellectuels réellement sur une pratique qu'ils font. On interroge des déficients intellectuels, mais on n'interroge pas des sportifs qui ont fait des performances. Et on n'a pas le temps pour produire les formes de communication qui feraient que des gens qui sont des déficients intellectuels, mais qui auraient des choses intelligentes à dire sur leur pratique, puissent le dire. Et bien là, les journalistes l'ont fait. Alors je me demande comment ça s'est passé, mais à mon avis, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Évolution nécessaire, tout un débat qu'on a déjà eu sur le milieu en aparté avec Hubert Tassier, avec Michael Jérémez et Véronique. Est-ce que vous avez une question supplémentaire à poser? Est-ce que vous voulez intervenir? Je crois qu'on peut applaudir très fort Sylvain pour la précision de son intervention.
Merci beaucoup Sylvain, pas de problème, et merci pour cette précision. Alors, on va mettre en place toute une dynamique, bien sûr. Donc là, Sylvain, c'est marrant parce qu'on parlait de ça, Sylvie, sur la médiatisation. Et d'un point de vue là, de téléspectateur, tu as retrouvé, comme beaucoup de Français d'ailleurs, qu'il y a eu une nette amélioration de la qualité et aussi de la quantité. La réalité, c'est qu'entre 2016 et 2020, tu as eu 100 heures de direct de couverture des Jeux Paralympiques sur France Télévisions, en 2016 et en 2020, T1. Même couverture en termes de direct. Il y a eu beaucoup plus de reportages en amont, c'est vrai. Il y a eu des reportages qui ont été faits, il y a eu une série qui s'appelle Incassable qui a été faite. Et il y a eu l'arrivée d'un petit nouveau, l'équipe, qui a fait 2 heures quotidiennes en différé, de retransmission des médailles du jour, et par contre qui a fait beaucoup de push sur le digital. Il y a l'équipe de France olympique et l'équipe de France paralympique qui depuis 1 an maintenant est une équipe de France unie. Donc notamment le poids des réseaux sociaux où l'équipe de France, donc le CNOSF avait une grosse communauté et donc a fédéré derrière elle tout le monde sportif, olympique et paralympique. Et ce qui est vrai, c'est que pour la première fois, il y a eu un vrai travail qui a été fait, pédagogique, à l'initiative du Comité paralympique sportif français, de compréhension des catégories et des différentes typologies de handicap, qui est quand même un des trucs qui était le moins lisible dans le sport paralympique. Mais moi, d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire pour la première fois, j'étais téléspectateur, vu que je venais de prendre ma retraite, c'est la première fois que je regardais les Jeux. Moi, j'ai été quand même très interpellé par, justement, le manque de professionnalisme dans la qualité de ce qu'on raconte d'un point de vue sportif. Pas d'un point de vue pédagogique, où effectivement il y a eu ça, mais sur le travail qui a été fait d'un point de vue sportif, sur les consultants, les journalistes, leur formation et leurs compétences. Vivant à Londres, ayant regardé la première semaine des Jeux Paralympiques Channel 4, j'ai pu mesurer le gap qu'il y a entre les deux et de ce qu'il nous reste à faire si on veut leur arriver à la cheville dans 3 ans aux Jeux de 2024, et notamment en termes tout simplement de qualité, de production d'un spectacle, parce que c'est un spectacle, là on est là pour voir des performances, vivre des émotions grâce au sport, et c'est marrant parce qu'il y a vraiment eu ce décalage-là. Il y a eu un vrai travail pédagogique, et tant mieux, parce que ça permet justement aux téléspectateurs de comprendre, mais par contre on a encore un énorme travail à fournir pour donner les bons outils aux personnes, pour apprécier à sa juste valeur les performances des athlètes derrière leur écran de télé. Oui, mais il est évident qu'il y a encore beaucoup de travail, mais pour moi il y a un saut pas tant quantitatif que qualitatif. C'est-à-dire que, alors là je vais dans ma tête aux journalistes, parce que c'est une profession respectable, etc. Mais enfin, voilà, il y a eu un vrai progrès, il y avait une vraie qualité d'écoute, une vraie attention, une vraie capacité aussi à reconnaître la méconnaissance quand elle était là, qui, j'allais dire, était pas. Après, si je devais juger, on devait regarder une émission ensemble et dire là où ça dérape, voilà, on pourrait point par point voir là où il y a des grosses topiques et le handicap et la résilience. Il y a des gros tuyaux comme ça qui sont sympathiques et qui reviennent, mais on a senti vraiment un travail, une attention, un désir de contrôler davantage le discours, d'être attentif sur les mots parasport, handisport, etc. Il y a eu des mises au point régulières, et puis je suis d'accord avec toi sur le fait que ça ne va pas assez loin techniquement, mais il y a des techniciens là, qui étaient quand même là parmi les envoyés sur chaque pratique, et puis il y a eu un progrès pédagogique sur ce que je disais, c'est-à-dire sur à mon avis, sur l'essentiel. Pour pas que ça devienne le truc qui n'est pas le truc sportif. C'est-à-dire de bien dissocier ce qui relève des incapacités, de la déficience, de ce qui est la nature de la performance. Et là, il n'y a pas eu de grosses fautes, on ne va pas loin, il n'y a pas de compétences techniques pour aller loin et pour dire comment ça se passe, ce qui est important dans telle ou telle pratique, il n'y a pas une connaissance technique sportive fine, mais on dissocie déjà le technique de tout un halo moral, idéologique, etc. Et ça, c'est un travail très très difficile, parce que tant que tu ne l'as pas fait, en fait, tu ne peux pas aller en précision technique. Voilà. Parce que le fond du discours, en fait, pour le téléspectateur qui reçoit et qui ne connaît pas, n'est pas technique, mais est ce halo. C'est ça qui reçoit comme message premier. Et c'est un halo facile, parce qu'évidemment, pour le journalisme, comme le spectacle, ça devient le spectacle du handicap ou de la construction de la catégorie du handicap, et non pas de ce qui est une compétence sportive dans un domaine donné, quelle est la capacité de départ, quelles sont les méthodes d'entraînement, comment les gens s'y... Voilà, ce qui sont des questions techniques. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez encore beaucoup travailler, et vu comment c'est parti d'ici 2024, talonner aux fesses les journalistes pour qu'ils montent en puissance, et surtout qu'ils s'adjoignent en fait des gens qui sont compétents, comme ils le font ailleurs, c'est-à-dire des anciens sportifs de haut niveau et des consultants qui sont capables, par
super pratique en fait de commenter et de comprendre les subtilités qui fait qu'avec les capacités qu'on a dans ce cadre de pratique réglementaire là, on peut aller jusqu'au bout de ce qu'on peut donner en termes de performance et comprendre comment ça se passe exactement. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour vous donner une idée, il n'y avait aucun journaliste présent sur place de TF1, de Canal+, de M6, d'Infosport, de la chaîne L'équipe, de Europe 1, de RTL et de RMC. Un journaliste de Radio France. On était dans le même bureau, un journaliste de Radio France. Donc il y a encore beaucoup de boulot dans le sens où on aime parler du handicap en disant qu'on se donne bonne conscience, mais comme ça ne fait pas autant d'audience qu'un match de foot entre Lorient et Paris Saint-Germain, du coup les patrons de chaîne disent bon allez, on va faire un off dans le journal d'Anne-Laure Coudray, c'était le cas tous les jours sur TF1, mais c'est vrai qu'il y a encore une couverture médiatique trop peu importante, ça c'est une certitude. Élise, une question, tu as une bonne voix, je sais que ça va le faire. Je vais essayer, j'espère que tout le monde m'entend. Miguel, vous avez... Élise Bouragda, qui est la référente paralympique en Bourgogne-Franche-Comté. Vous m'avez ôté les mots de la bouche pour une partie de ce que vous venez de dire juste avant, donc je vais dire juste la fin de ce que je voulais dire. C'était concernant l'audience, les interviews de personnes déficientes intellectuelles. On a un exemple dans notre région qui est Léa Ferney, qui est dijonnaise, qui fait du paratennis de table et qui a eu la médaille d'argent en paratennis de table aux Jeux paralympiques. Et moi, ce n'est pas la première fois que je suivais les Jeux paralympiques en tant que spectatrice, mais cette année, avec un œil, avec ma nouvelle casquette depuis 2 ans de référente paralympique territoriale, donc peut-être un peu plus critique aussi. Et avec mes collègues, on s'est questionné, donc c'est peut-être pour ouvrir les débats, pour le coup, on s'est questionné justement sur le fait qu'il y aurait peut-être une réflexion, un travail à mener avec les médias pour réussir à mettre plus en valeur ces athlètes qui ont une déficience intellectuelle et pour qui parfois les questions ouvertes qui amènent à une réponse longue ne les mettent pas toujours les met pas toujours en valeur. Pour certains, ça peut être difficile. On l'a bien vu pour Léa au début où c'était complexe quand il fallait qu'elle réponde une grande phrase, qu'elle puisse s'exprimer longuement. Et alors, peut-être qu'il y a un travail à faire avec les médias justement pour aider par leur façon de questionner, la formulation des questions, amener à des réponses simples et plus guidées. Donc, je sais qu'il y a des représentants là-bas du sport adapté, peut-être qu'ils peuvent aussi rebondir sur ces suggestions-là et apporter un autre regard, je ne sais pas, mais en tout cas c'était une question qu'on avait eue pendant les Jeux avec mes collègues. On avait trouvé ça super que ces athlètes-là puissent s'exprimer et après à mon avis il y aura un travail de valorisation derrière à construire, comment faire pour peut-être former mieux les consultants, voilà, il y a tout. C'était juste pour ouvrir un peu les échanges en ce sens. Oui, peut-être un mot, je l'ai dit. Le problème, c'est que la déficience intellectuelle, vous la mettez sur un plateau de télé, le journaliste construit le handicap de la personne, des avantages sociaux tels que je l'ai définis. C'est-à-dire que si vous ne créez pas des situations de parole pour que les gens puissent parler, je sais qu'ils ont des choses à dire et qu'on leur donne peu la parole, donc ils ont d'autres choses à dire, que évidemment il ne peut rien se dire. Donc là, c'est pas dans l'épreuve sportive qu'il faut lever les obstacles. C'est dans l'épreuve, dans la construction sociale de ce qu'est le journalisme. Mais moi, je trouve déjà que le travail qui a été fait est remarquable. C'est-à-dire que c'est d'habitude, le temps est pressé, on somme les gens de répondre, etc. Ou on ne les interviewe pas, tout simplement, pour éviter sa propre gêne en tant que journaliste, parce que les journalistes eux-mêmes ont, j'allais dire, des dispositions, un ethos journalistique, un ton, un débit de parole, etc., qui sont construits professionnellement et qui fait qu'ils peuvent être très mal à l'aise s'ils ne sont pas... j'allais dire, face à des locuteurs qui sont des bons clients, comme on dit, et les personnes handicapées déficientes intellectuelles ne sont pas des bons clients pour la télé, à mon avis, elles sont plus propres à susciter la gêne. Mais c'est des questions, en fait, voilà, poser des questions comme ça commence à être intéressant. On commence déjà à résoudre une partie du problème. Justement, le fait d'en avoir vu a fait se soulever ces questions-là et amener à des réflexions plutôt sympathiques. C'est très difficile quand on est journaliste parce que poser à une personne en se disant qu'il ne va pas pouvoir répondre, lui dire vous êtes content, c'était bien. Et ça, c'est une question qu'on pose à un enfant de 4 ans. Et quand on reçoit un athlète en situation de handicap mental, on se dit je vais lui parler comme quelqu'un de tout à fait normal pour justement l'élever, lui montrer que je ne veux pas justement le prendre par en dessous. C'est très compliqué, sincèrement, c'est très difficile.
De se mettre dans les deux camps, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'on peut poser la question, belle médaille, vous êtes content? Là, une fois qu'il a été élu, non, on arrête. C'est un débat. Non, Michael. Non. Mademoiselle. Merci. Bonjour à tous, Charlotte Vidello, j'entraîne le goalball là pour la SCCB. Moi je voulais juste rebondir, rien à voir avec la SCCB, mais sur les questionnements là que vous avez sur la déficience intellectuelle. Moi j'ai travaillé à l'ADAPI et en fait il y a des démarches qui se font avec les personnes en situation de handicap. Et il y a l'association Nous aussi en fait qui lutte pour les biens et les droits et les devoirs des personnes en difficulté. Et c'est vrai qu'eux, ils ont dans l'idée ils sont représentés, c'est eux qui représentent leur propre association. Et en fait, c'est eux qui rédigent leur propre vie, en fait, leur propre com, tout est fait par eux. Et je pense que la démarche a été bien initiée au niveau social et culturel. Après, au niveau sportif, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et je crois qu'il y a peu de choses qui sont faites. Alors, moi, je sais que j'ai un peu bossé avec eux là-dessus. Et je pense que ce serait intéressant de bosser avec eux. Parce que c'est eux qui font. C'était déjà le cas, je ne sais pas, peut-être que c'était déjà en cours de travail. Michael. Non, mais sur le sport adapté et l'inclusion du sport adapté dans l'histoire des Jeux paralympiques au début du XXIe siècle, quand il y a eu de la tricherie avec l'équipe espagnole de basket qui a inscrit des personnes qui n'étaient pas déficientes visuelles et donc qui ont triché, et donc ça a entraîné l'exclusion de tout un mouvement et sacrifié une génération d'athlètes qui finalement sont revenus en 2012 puis en 2016. Aujourd'hui, il y a un travail à faire de la part de la société, pas que des journalistes, mais de la part de la société, c'est le rapport qu'on a à l'autre. La réalité, c'est que, comme tout, ça s'apprend, il faut aller au contact, il faut être formé. Et aujourd'hui, moi, ce que je déplore, et là de manière très globale, c'est notre incapacité à un moment à sortir de notre zone de confort. Oui, effectivement, quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, de prime abord, par rapport au fait qu'on n'a jamais évolué avec ces gens-là dans l'école et dans l'enseignement ordinaire, fait que quand on y est confronté, en fait, on ne sait pas faire. Moi, quand je ne sais pas faire, soit je ferme ma gueule, soit je vais apprendre pour savoir faire. Le problème, c'est qu'on est journaliste, certainement, on ne vous demande certainement pas de vous taire, bien au contraire, mais ça demande effectivement un travail particulier. Et donc, à partir du moment où il y a des déficiences intellectuelles et donc du sport adapté aux Jeux paralympiques, il faut avoir cette maîtrise-là parce qu'on n'est pas obligé de poser à un déficient intellectuel des questions, justement, comme si on s'adressait à un enfant. Je vous donne un exemple qui a été médaillé aussi aux Jeux de Tokyo, c'est Lucas Créange. Lucas Créange, il fait partie, il est membre de la commission des athlètes de Paris 2024. Donc moi, je suis avec lui, on est 18 athlètes, olympiques, paralympiques, hommes et femmes, pour la plupart retraités. Le président, c'est Martin Fourcade. Lucas Créange, on lui parle normalement, après il y a des niveaux de déficience différents, et simplement, il y a des décalages, effectivement. Et même lui en rigole, il fait des décalages, on parle de quelque chose, et 15 minutes plus tard, alors moi je pense qu'il faudrait faire ça. Et on se souvient que lui, dans son raisonnement, il est resté là-dessus. Peu importe, au final, si on fait ce travail-là, et souvent c'est une question aussi un peu de bon sens, c'est pas qu'une question de maîtrise technique de quoi que ce soit, en fait on est capable de faire plein de choses. Et moi ce que je pense, c'est qu'on a un gros travail de fond, et c'est pas du tout que la responsabilité journaliste, bien loin de là, de la société, à un moment de se dire, mais en fait, qui est mon voisin, qui est mon prochain, et de quel outil j'ai besoin pour pouvoir évoluer avec, vivre avec lui, à côté de lui, et comprendre et partager ce qu'on a partagé ensemble. Et donc oui, il y a un travail à faire, et il y a un rapprochement à opérer, parce que le sport adapté, c'est quand même aujourd'hui une fédération qui est beaucoup plus grande que la fédération anti-sport en nombre de licenciés. C'est une structure grandissante, il y a plus de 70 000 licenciés, c'est une très grosse fédération, et donc avec énormément de pratiquants. Et donc oui, aujourd'hui, je pense qu'on doit faire ce travail collectif. Et les journalistes sauront le faire facilement si à un moment, on leur donne les moyens pour pouvoir le faire et qu'on a... On retombe sur le même problème, c'est-à-dire quelles sont les incapacités ou déficiences des gens quand on les connaît. Et d'une certaine manière, ça démystifie le truc. Donc on sait que quelqu'un n'est pas capable de faire quelque chose, on fait avec ce qu'il est capable de faire et pas avec ce qu'il n'est pas capable de faire. Alors c'est vrai que pour la question de la déficience physique ou sensorielle, ça se voit, ça a l'air simple. Bon, voilà, on ne va pas proposer un escalier à quelqu'un qui ne sait pas marcher, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas se lever. C'est stupide. Il ne sait pas faire ça, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire ça, ça veut dire qu'il ne peut pas faire ça. Que si on met pas... Mais pour un déficient intellectuel, c'est la même chose. Si on ne maîtrise pas qu'est-ce qu'il ne sait pas faire exactement, est-ce que c'est le problème de repérage dans le temps, est-ce qu'il ne peut pas verbaliser des émotions, est-ce que c'est un problème de temporalité, et en même temps, c'est formateur au sens où, immédiatement, quand on se fait avec ça, on est en train de faire la dissociation, je le disais, entre ce qui relève du désavantage social et qu'on peut produire soi-même, et ce qui relève de ses caractéristiques individuelles, et j'allais dire, qui n'englobe pas sa personne et qui
ne lui mettent pas une étiquette qui est une étiquette, j'allais dire, infamante, parce que voilà, ce que tu appelles l'infantilisation, en fait, c'est la réduction globale de la personne. Non, la question c'est que si l'infantilisation c'est que le QI ou certaines capacités sont celles d'un enfant de tel âge, oui, mais ça ne veut pas dire par ailleurs qu'il n'y a pas d'autres capacités qui se sont développées, des capacités physiques, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas une sexualité, ça ne veut pas dire que, etc., etc. Donc il faut arriver à faire le tri entre ça, et pour ça il n'y a que en fait de connaître, comme dit Mickaël, de prendre le temps en fait de se dire en fait qui j'ai en face de moi et qu'est-ce que je peux faire avec lui, je ne peux pas faire avec lui parce que je sais quelles sont ses capacités et quelles sont celles en fait où je vais le mettre en difficulté parce que je vais lui demander un truc qu'il ne pourra pas faire, quoi, tout simplement. Merci beaucoup. Merci Sylvain de cette intervention riche en informations et avec un regard à Alors, une question. peut-être une petite question, une information et surtout une question au bout. Je pense que vous avez entendu parler donc, de la loi sur la déconjugalisation donc, de l'allocation adulte handicapé. Pour une personne qui désire se mettre en couple, c'est la double peine parce que pour le valide, puisque du coup, s'il a un salaire donc supérieur à 1 960 € par mois, la personne handicapée qui vit avec lui donc a son AAH supprimé. Donc la hache, en l'occurrence, c'est 960 €. Donc pour la hache maximum, parce que donc il y a 2 paliers. Et en définitive, donc il y avait une amélioration de la loi qui était proposée donc au Sénat et donc qui a été adoptée par les sénateurs et donc au Parlement donc on va dire que la majorité actuelle donc s'est opposée à cette loi de déconjugalisation et donc si bien que la personne qui vit avec une personne handicapée comme je disais tout à l'heure, a la double peine puisque donc l'allocation étant supprimée, s'il a 2 000 €, ça veut dire qu'il partage son salaire avec une personne handicapée et la rend dépendante. Voilà. Et quelle est votre position, enfin quel est votre avis sur l'avancée d'une telle mesure et puis par rapport à la je perds le mot. Votre avis par rapport à la dépendance financière d'une personne handicapée et donc de son autonomie dans la société. C'est peut-être pas très bon. Je réponds toujours avec le même modèle. Moi, je suis globalement plutôt favorable à l'inclusion qu'aux aides. Je pense qu'il faudrait créer les conditions nécessaires pour que chacun puisse accéder à l'emploi et avoir un emploi et une rémunération qui correspond. Ça réglerait bien les problèmes. Évidemment, comme on a la capacité de le faire, on produit des aides. Alors évidemment, l'État dans les politiques publiques, quand il crée la catégorie de handicap, ça sert en partie à régir les règles de répartition des aides. Et puis il y a des aides qui passent par l'action publique, et puis il y a des aides qui sont des aides sociales. Le fait d'être un conjoint, d'être dans un... Voilà. Il y a des aides matérielles, des aides humaines, et je pense qu'il faudrait remettre à un moment donné tout ça à plat, parce que tout ça en fait est arrivé à un niveau de construction où il y a des contradictions énormes, c'est-à-dire qu'on est dans l'inclusion, mais en même temps on maintient des aides. Et donc, les modèles du handicap se sont tellement transformés que les politiques publiques du côté du handicap, en fait, mixent des modèles en fait différents et produisent ce type de contradiction-là qui est évidemment qui est ridicule. C'est-à-dire que les gens ne savent plus à quoi ils s'encourager exactement et quel sens ça a et dans quelle vision du handicap ça a. Mais moi, je crois que le mouvement, de toute façon, est plutôt vers l'inclusion. Voilà. C'est-à-dire l'autonomie des personnes et la capacité, d'une certaine manière, quelle que soit cette capacité, de toujours pouvoir être productif dans une société, produire quelque chose et d'avoir une rémunération par rapport à ça. Je pense que c'est l'idéal vers lequel on doit tendre. Alors c'est peut-être pas possible et c'est une position extrême, mais je pense qu'il faut qu'on réserve l'aide et qu'on transforme nos structures sociales pour en fait à chacun d'être autonome parce qu'il fait son travail et du coup d'avoir des stratégies de couple qui ne sont pas forcément des stratégies de besoin ou qui renvoient à des logiques ou des dynamiques d'aide dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, ce que je ne souhaite à personne. L'autonomie c'est d'abord choisir les gens pour ce qu'ils sont et être autonome et soi-même libre de ses choix parce qu'on est en capacité de subvenir à ses besoins si possible sans l'État et en étant impliqué collectivement sous la forme de travail. C'est une position personnelle. Merci Sylvain. On va passer à la suite. Je vais demander à Lionel de nous
ramener l'ordinateur parce qu'on a quelque chose à vous montrer. Je vais demander à Sandrine de nous rejoindre si tu veux l'accompagner. On va trouver la bonne place. Et puis Jean-Claude.